Parfait. Bien. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une longue série de webinaires consacrés aux usages pédagogiques innovants. Cédric, toujours, pour vous servir, enseignant, formateur et aujourd'hui à votre service en tant que responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation, BIMP au sein du groupe LDLC. Alors, pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, mais c'est toujours important de le rappeler aussi pour tout le monde, le format de ces webinaires va vous permettre de poser vos questions, de réagir au contenu en temps réel. Et bien entendu, si vous n'avez pas pu vous libérer, l'intégralité de chaque session sera disponible en rediffusion sur nos différents canaux, notamment sur notre chaîne YouTube BIMP, à laquelle je vous invite évidemment à vous abonner pour ne rien manquer. Alors, vous êtes aujourd'hui très, très nombreux à discuter avec nous autour d'un café et je vous en remercie vraiment, vraiment vivement. Vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat ou l'outil de questions-réponses et je me chargerai de les relayer ou Yann se chargera de les relayer au cours de la session. Alors, si vous voulez interagir avec nous oralement, n'hésitez pas non plus à demander l'accès au micro ou à la caméra. On vous l'accordera avec plaisir. Là, on l'a par défaut fermé pour des raisons d'organisation. Vous êtes très, très nombreux. Donc, mais n'hésitez pas à demander. On vous l'accordera sans aucun problème. Si vous êtes nouveau dans cette série de webinaires, alors je rappelle qu'on se retrouve en moyenne 2 mercredis par mois pour échanger autour de vos pratiques, parler usage, parler de pédagogie au sens large également, avec des invités de marque comme aujourd'hui par exemple, mais je laisse le suspense. Alors justement, je vais m'arrêter un petit peu là et vous faire une sorte d'aparté. Alors je fais une petite pause volontaire. Voici la pause. Et voici donc ce petit aparté. Écoutez-moi bien. Nous allons discuter aujourd'hui de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. En tant qu'enseignant, directeur et décideur de l'éducation nationale française, nous savons que les défis sont nombreux pour faire face à un monde en constante évolution. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous proposer cette opportunité unique de découvrir comment l'IA peut apporter une réelle valeur ajoutée à l'éducation en France. Au cours de ce webinaire, nous vous proposons un panorama de quelques outils de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et centrerons la discussion sur son potentiel en éducation avec notamment quelques exemples d'usage de ChatGPT, un des leaders en matière de modèles de langage, pour vous montrer comment les technologies IA peuvent aider les enseignants à personnaliser l'apprentissage pour chaque élève. Fin de l'aparté. Alors j'ai volontairement marqué une pause parce qu'effectivement, s'il est bien en ce moment un sujet qui fascine, passionne, inquiète, ou tout du moins peut-être questionne en ce moment, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. Et alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont deviné, mais l'aparté que vous avez entendu à l'instant, j'ai volontairement marqué une pause, parce que ce que je viens de vous lire a été écrit par l'un des moteurs les plus célèbres actuellement, on en entend parler énormément, c'est ChatGPT dans sa version 3. Et c'est justement l'objet de notre petite causerie d'aujourd'hui. Alors, il est à peu près 14 heures chez nous, 14h09, mais pas pour notre invité. J'ai le plaisir de vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, mon collègue et ami Yann Houry, professeur de français et littérature, auteur de l'excellent site ralentirtravaux.com et directeur de l'innovation pédagogique au lycée français international de Hong Kong. Yann, un grand, grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous. Je vois qu'il fait déjà nuit chez toi. J'espère que tout se passe bien pour toi à Hong Kong. Oui, bonsoir Cédric et bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Merci de me donner la parole, de me permettre de m'exprimer sur mes obsessions, en l'occurrence ChatGPT. Mais oui, ici il fait nuit, donc oui, il est plus de 21 heures. Oui, étant donné mon grand âge maintenant, si vous me voyez somnoler, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On y pensera, mais je pense que tu n'auras pas le temps. Avec tous les messages, je pense, qui vont fuser sur le chat, ne t'inquiète pas. On y veille. Merci.
Alors, Yann, tu as expérimenté ChatGPT, tu as expérimenté même d'autres moteurs d'intelligence artificielle. Tu as également, et tu vas nous en parler, créé un fil sur l'application Discord, auquel là aussi on vous invitera à rejoindre parce que c'est très intéressant, c'est une mine d'or d'informations. Et c'est un lieu surtout d'échange, un lieu communautaire, donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais tu as déjà bien expérimenté l'intelligence artificielle dans tes pratiques, d'innovation justement, c'est l'une de tes missions, hein, là où tu es actuellement. Bah, peut-être qu'on va présenter dans les grandes lignes ce que tu vas nous montrer, mais en gros, on va faire une première partie où tu vas nous présenter certaines, bah, on va dire les plateformes principales que tu as choisi de nous montrer. Et dans une partie 2 un peu plus longue, on va développer vraiment quels peuvent être les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'éducation, ce qui est vraiment Oui, le cœur de notre sujet aujourd'hui. absolument. Donc, je te laisse nous présenter, nous montrer ton écran pour qu'on partage tout ça Très ensemble. bien, Donc, bien très entendu, bien, vous très n'hésitez bien. pas à intervenir hein, pendant la session, hein, vous posez vos questions, n'hésitez pas, on est là pour échanger et partager. Je te laisse Mm. afficher ton écran. Très bien, eh bien, je le fais de suite. Super. Sauf que je ne sais même plus quel onglet choisir. Hop, ça devrait être le bon. J'espère que je ne vous affiche pas. Vous voyez bien mon écran, j'espère. Enfin, Cédric, toi, tu confirmes que tu vois bien ma Je confirme, ouais, présentation. ouais. On te Tu voit bien. confirmes. Bon, merci. Et je vais me mettre aussi en plein écran pour partager Parfait. cette présentation sur GPT et sur plein de choses en fait, hein. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, merci, un grand merci. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Je suis vraiment ravi de pouvoir discuter de tout ça parce que en fait, comme tout le monde, je crois que j'ai été époustouflé par cette vague ChatGPT qui nous a emporté à partir de décembre, hein, je crois fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Et puis, ça n'a pas cessé, ça ne cesse pas. Il sort de nouvelles choses tous les jours. Donc, c'est vraiment. Nous vivons une époque fascinante. Donc, commençons. Alors, vous voyez, hein, le sous-titre, c'est Le vent de l'intelligence artificielle souffle-t-il sur l'école? Comme ça, la blague scatologique est faite d'entrée de jeu. Maintenant, on peut passer à autre chose. Mais j'aime bien l'idée de vent, hein. Alors, il y a l'esprit qui souffle, évidemment, mais Ah il oui, y a je l'avais pas du tout imaginé comme ça en plus. Tu veux dire comment? Qu'est-ce que tu n'avais pas imaginé? Non, non, enfin, l'allusion scatologique ne m'avait pas effleuré. Ah, le vent, oui, bon. Ah, pardon, je suis désolé. Je suis désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour filer en fait la métaphore météorologique, pendant longtemps, on a parlé d'hiver. Il faisait très froid, hein, c'était le froid qui soufflait sur l'intelligence artificielle. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est quasi, enfin, je veux dire, le rêve de dupliquer, de répliquer l'intelligence à l'aide de l'informatique, à l'aide des ordinateurs, c'est quelque chose qui est concomitant de l'apparition de l'ordinateur, en fait, quasiment, hein. Et, euh, et malheureusement, on n'a pas toujours réussi à être à la hauteur de nos ambitions. Et puis là, tout d'un coup, il y a plein de choses qui sortent et qui ravivent les passions. Bref, donc pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, bah, tu m'as déjà présenté, donc je ferai très bref, mais effectivement, aujourd'hui, je suis à Hong Kong. J'ai une pensée vraiment très émue pour tous les collègues qu'on a pu croiser ici ou là, en France, chez Apple aussi, mais aussi à Londres. J'ai vu plusieurs noms, j'ai vu Hélène, j'ai vu Léo, j'ai vu Alexis, j'ai vu Virginie aussi. Donc j'ai vu pas mal de monde, et évidemment ne m'en voudrez pas si je ne cite pas tout le monde, mais Mhm. j'ai vu beaucoup de monde, donc je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Et donc, vous voyez, je vous aurais fait une présentation de moi-même assez courte, parce qu'en fait, quand on parle de présentation, j'ai toujours cette image en tête du profil LinkedIn hyper détaillé, donc la réalité versus LinkedIn, et évidemment, la version LinkedIn est
tout petit peu plus verbeuse, un peu plus loquace. Légèrement. Donc légèrement, hein, on est verbeux sur LinkedIn. Donc là, j'ai fait sobre et je vais vous parler donc d'intelligence artificielle. Donc bienvenue dans cette présentation de 723 slides pour une durée approximative de 28 heures et 32 minutes. Euh, Généré par l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Heureusement, oui, je n'ai rien fait en fait. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien préparé. Et donc, non, heureusement, en fait, on s'est focalisé sur deux éléments, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cédric. Une première partie donc, qui présente Midjourney et ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, on se focalise sur deux applications, mais il y en a tellement. Et justement, il y en a tellement qu'on pourrait passer la soirée à en discuter. Et je me suis dit que ce serait plus simple de réduire la présentation à ces deux outils qui me sont chers. Et la deuxième partie, en fait, nous amènera à parler de ce que font ces outils, ce que font ces IA à l'école. C'est-à-dire que, évidemment, elles devraient changer pas mal de choses. Mais au jeu des pronostics, on peut dire beaucoup de choses et on y reviendra. Donc, commençons. Donc, comme je disais, une première partie consacrée à Midjourney, ChatGPT, Midjourney. Je commence par ça parce qu'en fait, euh, la génération d'images, ça a été la première chose qui, moi, m'a impressionné dans le paysage numérique. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des applications qui, comme DALL-E ou Stable Diffusion, ou encore Midjourney, justement, permettaient, à l'aide d'un simple prompt, de générer des images. Alors, ce qu'on appelle un prompt, en fait, c'est que, vous le savez certainement, on dit à l'intelligence artificielle ce que l'on veut obtenir. Par exemple, ici, un petit robot qui lit un livre. Donc, on écrit une phrase et charge à l'intelligence artificielle de générer cette image. Donc, on a comme ça, avec Midjourney, cette possibilité de générer des images. Donc, pour ce faire, donc on vous l'a dit, hein, vous aurez le lien de cette présentation, mais vous cliquez sur Midjourney. Alors, c'est toujours en version de bêta. Donc, vous cliquez sur Join the Beta parce que je pense que le site est en anglais de toute façon. Et là, de façon assez curieuse, Midjourney vous envoie sur Discord. Alors là aussi, Cédric, tu l'as mentionné tout à Mm. l'heure, tu as parlé de Discord, qui est une autre de mes grandes lubies, hein. En fait, j'ai quand même pas mal de lubies entre ChatGPT, Midjourney, Discord. Mais donc, vous arrivez sur Midjourney et en fait, pardon, oui, sur le Discord de Midjourney. Et, Mm. euh, et là, vous pouvez commencer à vous amuser dans la version gratuite et à générer des images. Alors, en fait, si vous n'êtes pas familier de Discord, ça peut vraiment être intimidant, hein. Ça peut vraiment être une expérience un petit peu déroutante parce que, évidemment, il y a des milliers d'utilisateurs qui génèrent des images et votre image, très, très vite, elle est enfouie sous un flux d'autres prompts, d'autres générations d'images et donc vous ne voyez plus rien très, très rapidement. Heureusement, je vous propose de rejoindre notre petite communauté qui compte à près à présent 140 personnes. Donc, je suis assez content de voir qu'on arrive à réunir des éducateurs, des enseignants de par le monde. C'était le but de la création de ce Discord. Et sur ce Discord, eh bien, écoutez, j'ai installé le bot Midjourney. Parce que c'est un bot, un robot, un chatbot aussi que vous pouvez interroger, donc comme je disais tout à l'heure, à l'aide de ce prompt. Et comme on est beaucoup moins nombreux, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, un, vous nous rejoindrez, vous ferez partie de notre communauté. Et deux, vous pourrez expérimenter Midjourney, en tout cas dans les limites de la version gratuite, en toute quiétude. Et vous verrez, c'est vraiment très chouette. Alors, je vous en dis un peu plus, hein, en fait. J'ai créé dans mon Discord, il y a des chaînes, donc différentes parties. Il y en a une qui est consacrée à Midjourney. Et donc, vous allez sur cette chaîne et vous commencez à taper, hein. La magie de tout ça, c'est que ça rappelle un peu les lignes de commande, hein, quand on était en MS-DOS, en fait. On tape des mots. Alors là, on tape slash, imagine, et à partir de là, le curseur se met à clignoter et on va pouvoir écrire son prompt, c'est-à-dire son texte. Donc là, il faudra être le plus précis possible. Vous voyez là, par exemple, dans l'image que vous avez à droite, j'ai tapé un château qui ressemble
ressemble à, alors pardonnez mon allemand, je vais pas le prononcer, vous le dites. Ah. Mais, donc j'ai tapé quelques petites choses. Oui, c'est pas évident, hein. Et donc, Midjourney génère une image, quoi. Alors, en fait, pour générer exactement l'image que l'on veut, il y a quand même des paramètres, c'est-à-dire qu'il y a une syntaxe. Alors évidemment, on utilise le langage naturel, ça s'appelle le langage naturel, c'est-à-dire qu'en fait, vous commandez à la machine, hein, vous ordonnez à la machine, vous lui donnez des instructions, et ces instructions, elles peuvent être codifiées, c'est-à-dire qu'on peut ajouter un certain nombre de paramètres. On peut s'en passer, mais si vous voulez être un peu plus précis, il existe des paramètres, hein, comme ceci par exemple. En général, c'est deux petits traits d'union, une espèce de mot-clé, par exemple AR pour aspect ratio. Ou alors, par exemple, l'autre paramètre qui est un paramètre négatif, c'est no, c'est-à-dire que, par exemple, sur votre image, vous ne voulez pas, je ne sais pas, moi, imaginez que pour mon château, tout à l'heure, je voulais aucun sapin, bah, je vais mettre no sapin. Voilà, je vais écrire, parce que ça marche en français, hein, aussi. Donc, Il y a une oui, petite pardon. question d'Hélène, juste Yann, que je trouve assez pertinente. Dans le Discord que tu as créé, effectivement, le nombre d'images qui peut être généré est donc illimité. Non, c'est Ah, pas illimité. De mémoire, en fait, quand vous utilisez Midjourney, donc vous pouvez essayer la version gratuite et vous aurez de quoi générer à peu près 25 images, en fait. Et après, bah, écoutez, il faudra passer à la caisse, il faudra prendre un abonnement. C'est ce que j'ai fait. Je vous en parlerai un petit peu après, mais malheureusement, effectivement, on va en parler dans pas longtemps, mais on peut, pour en dire quelques mots tout de suite, une des grandes raisons de l'engouement qu'on connaît aujourd'hui, c'est aussi la gratuité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui sont en version bêta, c'est-à-dire que vous êtes les bêta-testeurs, nous sommes les bêta-testeurs, on essaye des choses et puis comme on forme la machine, en fait, on l'entraîne gratuitement, ben, on ne paye pas. Mais c'est jusqu'à un ça. certain point, Ouais. en fait. Ouais, Mhm. jusqu'à un certain point. Donc, là, je ne vais pas vous passer cette vidéo, évidemment, donc il faudra que je pense à cliquer 2 fois. Mais alors, en préparant cette présentation, je suis tombé sur cette vidéo hier, donc vous voyez, c'est tout récent. Et, euh, et je voudrais mentionner son existence, puis comme ça, quand vous aurez cette présentation, vous pourrez la regarder calmement. Mais je vais vous parler de 2 utilisations de Midjourney qui m'ont vraiment frappé et qui sont un peu contradictoires d'ailleurs. Mais dans celle-ci, le monsieur explique qu'en fait, Midjourney, c'est un peu. Midjourney et d'ailleurs toutes les applications permettant de générer des images artificielles, c'est un peu la fin des flat icons, et de tous ces packs Mhm. d'icônes ou toutes ces d'icônes, pardon, je fais du franglais, je suis désolé. Ouais. Tous Non, pas de problème. ces packs d'images ou même vous pensez, je ne sais pas moi, à euh, des banques d'images comme, voyons, aidez-moi, Cédric, aide-moi. Qu'est-ce qu'il existe encore que Bah, les, Shutterstock, par exemple. ouais, c'est ça, Euh, euh, Shutterstock et euh, toutes les autres. Ouais. je- Mhm. les noms ne me reviennent pas, mais donc on a l'habitude Pixabay, quand ouais, même merci Cécilia, Pixabay aussi, ouais. Mhm. Pixabay, par exemple, oui, oui, oui. Il y en a plein. Et donc, on va télécharger des images, c'est-à-dire qu'on fait déjà un travail de feignant, hein, pour prévenir un reproche que l'on pourrait faire à la génération d'images. On va déjà se servir dans les choses qui sont tout prêtes. Et là, on peut les générer soi-même. Et obtenir un travail, un résultat assez personnel quand même. Et on peut aussi générer des icônes. Et c'est vraiment très chouette. Il fait un travail vraiment remarquable. Et en fait, Midjourney et toutes ces applications-là vont permettre quand même enfin, vont permettre à des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui publient des articles, qui ont un blog ou qui écrivent ou qui ont une chaîne YouTube, des choses comme ça, de pouvoir trouver des illustrations et de les générer pour qu'elles correspondent à vos propres goûts et non pas aller puiser dans un stock Mhm. déjà construit. Alors, je vous dis, hop, voilà. Petite question, Yann, qui est tombée dans Oui, le chat et qui est en lien avec Midjourney. Il y a Cécilia, coucou Cécilia d'ailleurs. coucou Cécilia. Cécilia demande si tu as testé Midjourney avec des élèves.
Non, pas encore. Non, 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 non. Mais c'est vraiment quelque chose. En fait, j'ai plus d'élèves, hein, donc pour mes tests, Ah, malheureusement, quand je veux tester quelque chose avec les élèves, je suis obligé de convaincre quelqu'un de le faire à ma place. Mais en fait, Midjourney, j'aimerais vraiment avoir un projet d'utilisation de l'intelligence artificielle avec les élèves, notamment pour faire des bandes dessinées, par exemple avec Book Creator, ce serait vraiment chouette. Parce qu'en mhm. fait, euh, générer une image, c'est relativement facile. Enfin, pas toujours. Il y a des fois, j'ai eu bien du mal à obtenir ce que je voulais. Mais générer une dizaine d'images, une vingtaine d'images pour faire toute une bande dessinée, par exemple, et des gens le font, hein, ça nécessite quand même une cohérence dans la génération de toutes les images. Et puis, ça demande aussi d'être en mesure de faire comprendre à l'intelligence artificielle très précisément ce qu'on veut pas. Et donc, Mhm. il y a quand même une espèce de cohérence graphique à avoir qui nécessite d'avoir des connaissances artistiques. Et certes, peut-être que nos élèves qui utiliseront Midjourney ou Dali n'auront pas le coup de pinceau, mais il leur faudra quand même le langage artistique pour obtenir ce qu'ils souhaitent obtenir. Donc, je Là, pense que c'est vraiment intéressant. sur le sujet, il y a Mm. Jean-Noël qui propose d'aller voir les travaux d'Étienne Mineur, qui a beaucoup Oui. travaillé sur le sujet avec des étudiants en design. Merci, Ouais. Jean-Noël. Ah, bah, Jean-Noël, c'est très rigolo parce que en fait, la citation que vous voyez là, elle est d'Étienne Mineur justement. Et Ah, le bah, ça tombe monsieur bien. est passionnant et je vous invite vraiment à le lire. Alors lui, enfin, il a des propos très mesurés, mais là, le propos que je mets en exergue est un peu plus pessimiste parce que là, ce qu'il dit en fait, c'est que l'industrie du jeu, parce que là, il parle de l'industrie du jeu, repose sur la génération d'images. Faut pas parler de génération d'images parce que ce sont vraiment des artistes qui les créent, mais il les crée selon des codes et des clichés. Et il dit Mm. que ces codes et ces clichés sont très facilement reproductibles par des IA. Et en fait, effectivement, tout ce qui est hyper codifié, tout ce qui est un peu cliché, tout ce qui est un peu convenu, y compris une dissertation, hein, on en parlera un Mm. peu après, mais tout ce qui est mécaniquement reproductible, eh bien, sera reproductible par une IA. Et donc là, effectivement, il y a des métiers qui vont disparaître. Justement, Étienne Mineur le dit dans le même article, hein, vous aurez la référence, mais il y a des équipes de design qui vont être divisées dont les Mm. effectifs vont être divisés par 5, par 10, hein. Ça, c'est certain, ça arrive déjà, hein. Et, Oui, euh, et, et et c'est... je me dis, Pardon, pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y. non, je te laisse finir, vas-y, vas-y. Alors, je finis sur cette première partie, en fait, et donc toujours avec les propos d'Étienne Liner qui dit qu'on doit se repositionner sur notre cœur de métier. Et j'aime beaucoup ce propos parce que la question est de se demander ce qu'on va faire si l'IA prend votre travail. Et, euh, et lui, il dit, bon, ben, c'est peut-être pas mon coup de pinceau qui va me faire manger à la fin du mois, mais peut-être plutôt ma manière de voir le monde. Et effectivement, si l'IA est prompte, ah, quel jeu de mots, si l'IA est prompte à produire des images, elle n'exprime aucune vision du monde. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle raconte. Elle ne pense rien. Elle ne voit rien. Mm. Et j'aime bien sa conclusion, hein. Pour en arriver là, il faudra délaisser l'habileté gestuelle. On va la laisser à la machine, en tout cas pour la gestion des images qu'on a vues, et passer à l'habileté langagière. Donc ça me permet aussi la transition évidemment avec ChatGPT, mais Cédric, je te laisse la parole. Oui, oui, non, c'est effectivement intéressant enfin, la citation là que tu viens de montrer. C'est vrai que ça demande maintenant d'être précis dans notre façon d'exprimer ce que l'on veut montrer, ce que l'on veut générer, et c'est intéressant. Non, l'autre point que tu disais par rapport au code et la citation aussi d'Étienne Mineur concernant les codes qui sont toujours un peu les mêmes, et effectivement, c'est des codes que l'on voit par période aussi. Quand on voit ne serait-ce que, je sais pas, le cinéma ou les séries, je dis ça parce que je repense à la série X-Files que je suis en train de revoir en ce moment, et je vois tous les codes des années 90, et c'est très drôle en fait. Et c'est vrai que c'est toujours formaté de la même façon, donc pour une intelligence artificielle de puiser dans ces codes-là pour en régénérer derrière, on est pile dedans, et en fait, à chaque période, sa mode et ses codes, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à nourrir certainement ce genre de moteur. Mm. Donc C'est même un il y peu avait effrayant en fait. merci Jean-Noël, ouais, pour le lien concernant donc Étienne Mineur, il a posté un chat. Je vous invite effectivement à aller découvrir
le résumé de son expérience après 4 mois de rencontres et de workshops Mm. focalisés justement Mm. sur Mm. l'utilisation de l'IA en design. Donc merci beaucoup Mm. Jean-Noël. Mm. 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 Ouais, un Je pense article qu'on a passionnant. fait Ouais. déjà un premier tour de premier Alors, c'est point que un tu premier voulais nous tour, c'est la première montrer. partie de la première partie, J'imagine que effectivement. la question qui vous brûle. Ah bah, excellent. C'est très drôle. J'ai une autre IA là qui essaie de me parler là. J'ai Siri qui s'est déclenché. Donc, Ah, Siri. Il a Siri. pris, il a pris un coup dans l'aile, hein, quand même, Ah le pauvre bah Cyril. Hein. oui, avec ce qu'on voit là, effectivement, il y a du rattrapage peut-être d'une certaine manière à faire. Alors, justement, le sujet qui nous intéresse et sur lequel on va vraiment centrer notre étude, là tu parlais justement de soigner son langage. Évidemment, incontournable, ChatGPT a vraiment transformé la donne, vraiment au niveau de l'interaction qu'on peut avoir avec une intelligence artificielle. Et c'est, j'imagine, ce que tu voulais nous montrer. Eh bien, absolument, effectivement, on ne peut rien te cacher. ChatGPT, la Ah, star du moment. ouais. Et donc, allons-y. Moi, je vais essayer de faire vite un peu sur cette présentation parce que je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est que GPT. Hein, c'est un Generative Pre-trained Transformer dans sa version 3. Et quand on a dit ça, on comprend toujours pas en général. Mais bon, donc c'est un modèle de langage qui tire parti de l'apprentissage profond pour générer du texte de type humain. Je vous ai mis en jaune ce qu'on arrivait à comprendre. Hein, c'est que ça produit du texte en fait. C'est-à-dire que vous lui posez une question et il vous répond. Alors ce texte, en fait, il n'est pas forcément c'est pas forcément une modeste prose, hein, ça peut être des vers en fait. Alors il est plus doué en anglais qu'en français hein, quand même pour la poésie, mais il peut générer toutes sortes de choses, des histoires. Je ne sais pas quoi raconter à vos enfants enfin la nuit pour qu'ils s'endorment, ou même générer du code. Donc ça fait plein de choses. Alors bon, j'ai essayé de vous présenter ça le plus simplement possible et puis aussi à la hauteur de mes compétences. Parce qu'en fait, en général, quand les gens se lancent dans une explication, c'est là qu'il faut lâcher un certain nombre de mots, comme, bon, bah, on a déjà parlé de langage naturel, hein, mais de langage modèle, mais il y a aussi les réseaux neuronaux, le deep Ouais. learning, tout ça. Bon, de toute façon, là, évidemment, si vous attendiez un cours d'ingénierie, ce sera de l'ingénierie pédagogique hein, et pas technique, donc Voilà. je vais passer là-dessus. Mais je C'est vais bien quand pour ça même qu'on est là, pas de dire problème. deux, trois mots quand même sur ce chat GPT et tout ce qu'il a précédé GPT, même tout ce qui va le suivre. Euh, Parce que, en fait, ce qu'il faut bien quand même comprendre, c'est que derrière tout ça, il y a un modèle mathématique de reproduction du langage et je trouve que c'est assez fascinant. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on pourrait définir les intelligences artificielles, hein, c'est des océans de maths, hein, en fait. Et vous voyez, là, GPT-3, par exemple, dans sa version 3, possède 175 milliards de paramètres. 175 milliards. Ça a été entraîné sur une base de données textuelles, donc que du texte, 45 téraoctets. Alors moi, c'est des chiffres qui me font rêver, enfin, quand j'arrive à les prononcer déjà. Et vous voyez, 45 téraoctets, enfin, je vous ai fait, bon, peut-être que je fais un jour à vos connaissances, vous savez probablement aussi bien que moi, mais un téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Hein. Donc, 1000 gigas, c'est 1 million de mégaoctets. Un méga, c'est déjà 1000 kilooctets. Et je ne suis pas allé vérifier sur ma Kindle, mais en gros, quand je télécharge un livre, alors c'est plus ou moins ça. Il y a des livres, selon ce qu'ils contiennent, s'ils ont beaucoup d'illustrations, ils peuvent atteindre 1 méga, mais s'ils sont vraiment très mal faits, ils atteindront 2 mégas. Mais en moyenne, un livre avec que du texte, c'est 400 kilos, en fait. Hein. Donc, quand on vous dit que GPT a été entraîné sur 45 téraoctets de texte, ouais, il y a des gens qui fantasment devant les bibliothèques avec les belles reliures et tout. Bah, moi, tous ces terras là, ça me fascine. Ah, c'est des Et milliards et des milliards de livres. Ouais, les paramètres, oui, c'est fou. Alors, on annonce GPT-4 qui
qui ne serait pas si imminent que ça, hein, en fait, hein, mais enfin, il devrait bien arriver un jour ou l'autre. Alors, est-ce qu'il arrivera en 2023? Je n'en sais rien, mais on nous annonce qu'il va ridiculiser GPT-3 et qu'il aura 100 000 milliards de paramètres. Donc, euh, Mm. en tout cas, sur la performance et la compétence des IA, je suis assez optimiste, hein, quand même sur les prochaines années. Mm. Et puis vous avez certainement vu circuler ce graphique donc, qui nous dit qu'en fait ChatGPT a mis 5 jours pour atteindre le million d'utilisateurs. Alors on a ce graphique là qui compare à l'iPhone, à Instagram ou à Netflix. Netflix, le pauvre Netflix qui aura mis 3 ans et demi, c'est la risée de l'Internet maintenant, Netflix. Hein, 3 ans et demi pour atteindre son petit million d'utilisateurs. Bon, en Ouais. fait, GPT, c'est quand même, c'est pas une longue histoire, mais enfin, bon, certes, ChatGPT est tout nouveau, mais il repose sur une technologie qui remonte, bah, par exemple, à juin 2018. Et encore, en 2018, finalement, il publiait OpenAI, l'entreprise qui a conçu GPT, donc a réalisé, a produit GPT dans sa version première, mais en 2018. Mais enfin, j'imagine qu'il a fallu du travail en amont. Donc, bon, il y a eu quand même un travail en amont. Ça s'est pas fait en quelques jours, hein. En revanche, je tenais quand même aussi à peut-être qu'on prenne un moment pour s'interroger sur ce qui fait que ChatGPT est devenu viral. Il y a la nouveauté. On a mentionné Siri tout à l'heure. J'ai parlé d'hiver aussi, de l'intelligence artificielle, hein. L'expression n'est pas de moi, hein. On a vraiment parlé d'hiver, de double Mm. hiver même, hein, où on n'avançait pas en fait. Techniquement, on n'avançait pas. Il y avait des gens qui vous disaient que l'intelligence artificielle n'existe pas, ou que les progrès qu'on faisait récemment étaient dus plus à la puissance de calcul, plus qu'à la technique employée. Mais là, on a vraiment le sentiment qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que avant les robots, les bots, les chatbots, vous les interrogiez, au bout de 30 secondes, ils vous disaient, je sais pas, Mm. Mm. consultez, allez sur Internet. Siri, il fait ça, hein, en fait, encore, hein. Vous l'interrogez, vous lui demandez un truc, il va vous renvoyer sur Internet. Et là, ChatGPT, on peut vraiment avoir une conversation. Bon, c'est gratuit, ça reste gratuit, même si le modèle économique a pointé le bout de son nez. On peut l'utiliser gratuitement. C'est facile. C'est relativement facile d'emploi, on tape et c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est bluffant dans le sens où on peut avoir une conversation, l'IA se souvient de ce que vous avez dit 10 minutes auparavant, fait des liens, continue à répondre. Mm. Donc, Mm. donc évidemment, pour toutes ces raisons, c'est devenu viral et disruptif dans le sens où il me semble que alors j'ai gardé le mot anglais ici parce que si on traduit par perturbant, Mm. ça n'a pas tout à fait la même connotation. Ça va perturber beaucoup de choses. Alors évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, hein. Est-ce que ça va perturber l'éducation? On va en parler, mais il est clair que ça va perturber beaucoup de choses, hein. Et puis oui. C'est disruptif parce que bah, vous connaissez le test de Turing, hein, c'est-à-dire que on peut avoir le sentiment. Bah, il y a un invité de Jérôme Colombin dans son podcast qui disait qu'en fait, dans le groupe, le chat familial, il a produit toutes ses réponses avec ChatGPT et tout le monde, enfin personne n'y a vu, ne s'est rendu compte en fait que Ouais. ils étaient en train de chatter avec une intelligence artificielle. Alors évidemment, le test de Turing, il postule pas non plus la crédulité humaine, hein, donc ceci explique cela. Mais enfin, on peut se faire avoir. On comprend qu'on puisse se faire avoir. Bon, je passe vite hein, parce que vous savez comment ça Oui, marche. ouais. Hop, là aussi, je passe. Là aussi, parce Avec que je vois que le temps passe, donc le temps. Ouais, c'est euh, ça, on va passer à la on partie passe. 2, mais c'est Donc intéressant quand je même passe. de pas Mais de Tom, voilà. oui, c'est vraiment très chouette, hein. Tom, c'est vraiment très chouette. Si vous l'avez jamais utilisé, là, vous aurez un mélange de GPT, puisque ça va générer du texte, et un mélange de DALL-E, parce que là, ça utilise DALL-E pour produire des images. Et si vous ne connaissez pas, bah, écoutez, vous allez sur Tom, vous tapez Tom, tom.app, vous créez votre compte, c'est un peu le PowerPoint de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous tapez votre prompt, là aussi, bah, mon prompt, c'était comment sauver la planète, ou quelque chose comme ça, et il vous génère des slides, des diapositives avec le texte et l'image en regard. Alors évidemment, vous pouvez tout
tout modifier, mais vous avez votre PowerPoint prêt, peut-être pas à l'emploi, mais en tout cas, il est partageable, il est éditable, et là aussi, on va revenir là-dessus. Alors donc, Et l'IA à c'est l'école, Sébastien, deuxième partie. juste, ouais, on va passer à la deuxième partie, mais Sébastien faisait la remarque qu'il adorait Tomap. Il disait une keynote plus rapide qu'un expresso. C'est Ah vraiment oui, ça. ouais. C'est 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 vrai un que expresso bien serré. Mais c'est vraiment ça, hein. On peut vraiment générer des choses hyper rapidement. Alors justement, bah, là, on va vraiment s'intéresser aux applications possibles à l'école. On parle d'éducation, on parle d'intelligence artificielle, ça peut faire peur justement. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce on a besoin de s'effrayer de ce qui nous arrive? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, allons-y. Bah, déjà, juste un petit mot sur la façon dont j'ai conçu cette présentation. Là, j'ai généré mes images avec Midjourney. Donc, je lui ai demandé de me représenter une école. Donc là, on a un petit écolier tout seul à l'école. Alors, ça a un côté un peu flippant quand même, en fait, hein. Ça Il y a un évoque petit plus côté Shining Shining hein, qu'autre quand même, hein. chose. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, les longs couloirs, là. Donc, il n'est pas sur son espèce de tricycle, mais C'est ça. on ne sait pas ce qu'il y a derrière les portes, hein. Mais justement, allez, ouvrons les portes et allons voir. Alors, euh, moi, vous l'aurez compris, hein, alors j'en suis désolé, hein, franchement, je vous présente toutes mes excuses. Je suis un peu un technophile, hein, je suis un peu enthousiaste. Donc, je vais vous parler de quelques prompts que j'ai utilisés pour cette présentation, mais alors des prompts d'éducateurs, de profs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et évidemment, je fais des bons sur place, c'est-à-dire que vous voyez, là, je vais vous dérouler quelques prompts que j'ai tapés. Alors, si vous demandez pourquoi je parle de Rachel Pétain et de Léon Blum, c'est parce que j'écoute les excellents podcasts sur France Inter qui racontent la vie de Léon Blum. C'est passionnant. Mais donc, vous voyez, vous lui demandez d'expliquer pourquoi Pétain a emprisonné Blum, bah, il vous répond. Donc, évidemment, si c'est une question d'histoire que vous posez à vos élèves en tant que devoir, évidemment, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que l'élève peut très bien utiliser ChatGPT et puis générer un travail immédiatement, hein. Alors, on peut raffiner son prompt et demander à ChatGPT de formuler ça dans un style un peu plus soutenu. Bon, il n'a pas fait un gros effort là dans le style universitaire, mais en tout cas, il a un petit peu développé. Et puis, si en tant qu'élève, vous avez peur que votre prof vous repère, vous pouvez lui demander de faire des fautes d'orthographe. Alors, je n'ai pas lu tout avec une grande attention, mais enfin, j'ai pas vu de faute. En revanche, j'ai vu un style bien lycéen, hein. Par exemple, je sais pas moi, un Pétain était le chef, et ils ont été très antisémites. Alors moi, j'aime bien l'adverbe très, hein. Mm. Antisémite, c'est pas terrible, mais alors très antisémite. Donc Pétain était le chef et ils ont été très antisémites et ont aidé les nazis pour persécuter les juifs résistants. Ou qu'est-ce qu'il y a comme phrase un peu maladroite? Oui, bah, le il ici, hein, le régime de Vichy était un régime de collaboration avec les nazis. Ils ont été créés. Là, le il, on ne sait pas trop quel antécédent il reprend. Donc le style est assez amusant. Euh, Et on ou reconnaît alors bien, je trouve. On reconnaît le, bien, le- le c'est style, impressionnant. le style Euh, lycéen. je trouve la Ouais, répétition des phrases, aussi, comme oui. tu disais, tu vois, il y a une façon. Vous verrez, on vous donnera accès à cette présentation en partage. Mais quand on Oui, bien regarde dans sûr. les détails, on peut avoir l'impression effectivement que c'est écrit par un lycéen, je trouve, sur certains aspects. Ouais, ouais, ouais. Et puis, évidemment, du côté enseignant, il est, enfin, l'outil est juste génial. C'est-à-dire qu'on peut lui demander de générer tout un cours d'introduction au rouge et le noir en 10 séances, là. Donc, il vous crée le plan. Vous pouvez lui demander d'ajouter des références bibliographiques. Donc, là, il m'a donné, par exemple, l'édition de la Pléiade, je crois, donc, qui a été dirigée par Jean-Yves Tadier. Donc, des références quand même. Il ne s'est pas trompé. Alors, tout n'est pas parfait. Euh, ou alors, on peut lui demander de proposer aussi quelques vidéos YouTube. Donc, on peut comme ça avoir une bibliographie, une cytographie très, très, très rapidement qu'on va pouvoir éditer et modifier en fonction de ses besoins. Ou encore créer un tableau. Là, si vous n'avez pas tout à fait le courage de créer vous-même votre tableau, bah, vous pouvez demander à ChatGPT de le générer. Vous pouvez ensuite le copier assez facilement.
Et même s'il n'est pas parfait, vous pourrez toujours faire quelques modifications et c'est une base à partir de laquelle travailler. Alors, Oui, c'est ça qui des est intéressant. exemples. Ouais. C'est, Oui, pardon, excuse-moi, je t'interromps juste, mais vas-y, je t'en ce qui prie. est, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, en l'ayant testé aussi sur différents sujets, ça évite le syndrome de la page blanche. Vous savez, quand on commence un travail et enfin, le plus dur, c'est de commencer. Ensuite, quand on est dedans, quand on déroule nos exercices, notre analyse de texte, notre QCM, ce qu'on veut, ça va quand on est dedans, mais le plus dur, c'est la page blanche. Et c'est vrai que là, on voit clairement que ChatGPT sert déjà de bonne base quand on lui demande Mm. une requête. Et c'est bien entendu, ensuite, il faut l'améliorer. Et les tests que tu as montrés là sont intéressants dans les domaines que toi, tu as pu tester et étudier liés à ta matière aussi. Moi, je l'ai vu aussi dans mes disciplines. Euh, que ce soit par exemple en NSI, quand je lui demande de créer un QCM de type bac, par exemple, pour des élèves de terminale, c'est super en fait, parce que moi j'ai passé du temps, j'ai passé beaucoup de temps parfois à chercher des questions de QCM et ChatGPT m'en sort une dizaine comme ça. Et là, pour celle-ci, j'avais même pas de modification à faire tellement elles étaient pertinentes. Alors, par contre, on n'a Mm. pas Mm. toujours une telle pertinence et c'est peut-être aussi ce dont on parlera, mais sur d'autres questions, je lui ai demandé de générer des choses. Alors, à peu près la même chose, niveau terminal, des exercices d'entraînement de difficultés croissantes en physique, chimie. Sur les lois de Newton, j'ai trouvé que les exercices qui étaient proposés n'étaient pas super pertinents et très basiques. Voilà, donc ça dépend. Ça peut vraiment servir d'assistant, comme tu vas certainement le dire, Yann aussi, hein. Mm. Oui, oui, bien sûr, oui. Ah bah, sur l'assistance, effectivement, c'est quelque chose qui est merveilleux. Enfin, là, je m'esbaudine. Parce que, en fait, là aussi, c'est quelque chose qui est assez ancien. Enfin, les personal tutors, ça remonte aux années 60, hein, les premiers tuteurs informatiques. Et là, on a vraiment le sentiment d'un bond quantique. C'est-à-dire que euh, il me semble qu'on voit à portée de main quand même la possibilité d'avoir dans sa classe quelqu'un, ou plus exactement quelque chose, une intelligence artificielle qui vous assiste, qui est en mesure d'apporter un feedback ou de proposer une discussion à l'élève. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors effectivement, on va en parler, mais alors, les exemples sont innombrables, hein. Puis alors, vous voyez, ce sont des liens, donc vous pourrez cliquer dessus. Là, j'ai développé, hein. Je me suis beaucoup amusé pendant les vacances, hein. Les bulletins, ça m'a beaucoup amusé. Mais vous voyez, tu l'as mentionné, il y a la question du quiz. C'est génial, ça. On peut demander à ChatGPT de générer un quiz en lui disant, bah, donne-moi 3 réponses possibles à chaque fois. Il vous donne même le corrigé, en fait, hein. Donc, il y a un gain de travail qui est extraordinaire. Comme exemple, j'avais bien aimé aussi l'exemple des dictées, parce qu'en fait, on peut vraiment très facilement imaginer un scénario pédagogique qui parle à beaucoup d'enseignants, y compris du primaire, par exemple. Vous avez étudié un livre avec vos élèves, vous avez fait un peu de conjugaison, vous avez étudié certains mots, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer des dictées incluant ces mots et ces temps. Vous pouvez lui demander de vous produire multiples versions de cette dictée, de niveaux différents. Et donc, vous pouvez comme ça, ainsi vraiment très facilement différencier votre pédagogie, proposer des dictées de niveaux différents. C'est vraiment fabuleux. Là, en écoutant l'excellent Nipédu, j'ai pris conscience aussi de la puissance de ChatGPT, qui peut vous produire un glossaire en 30 secondes, hein. Vous lui dites, alors là, ça porte sur la narratologie, hein, définis-moi les principaux termes dont il sera question dans notre cours sur la narratologie, et paf, les voilà. Alors, encore une fois, tout n'est pas parfait, il y a des choses qui peuvent être améliorées, développées, mais ça, après, ça peut se faire dans la conversation avec ChatGPT, hein. Vous pouvez lui dire, écoute, ta définition, là, je sais pas moi, de l'ellipse, c'est pas suffisant, est-ce que tu peux développer, etc. Donc, tout ça, c'est Yann, plutôt merveilleux. Ouais. alors, il y a beaucoup d'informations qui fusent dans le chat avec des questions aussi, même Je parfois vois des, plus d'ailleurs le chat là, des, des il fait. inquiétudes. Mais
Alors, bon, pas de problème, hein, ne t'inquiète pas. Je crois qu'il faut que tu cliques sur chat en haut, je crois, il me semble, si tu as Ouais, accès. mais... Mais sinon, ah, euh, pardon. il y avait une question, il y a deux questions qui peut-être on peut relayer ensemble. Alors, il y a Isabelle qui s'inquiète, je suppose, en disant, je rêve où vous venez de faire l'analyse des procédés d'écriture fautifs générés par l'IA pour vanter sa capacité à duper les profs. C'est, Sa capacité à duper les profs. Oh, on n'est pas dupe. on n'est pas dupe, on est d'accord. Non, on n'est pas dupe. Alors, Ouais. et d'ailleurs, à ce propos, il y a une information, hein, on a découvert ça ce matin avec Yann sur justement le site OpenAI. OpenAI a développé un outil qui permet d'identifier, alors je ne sais pas quelle est la fiabilité, j'ai pas encore testé l'outil puisque l'info date de ce matin, mais sur la plateforme OpenAI, donc qui développe ChatGPT, il y a un outil permettant de détecter si le texte a été généré par une intelligence artificielle et en particulier par ChatGPT. Mais Ouais, comme je je vais dis, j'ai vous en pas encore de toucher. recul dessus. Voilà. Ouais, je vais vous en parler. Ouais, je l'ai testé tout à l'heure, Tu l'as testé? Mm. effectivement. Ouais. Bon, oui, non, Euh, effectivement, il y a énormément de choses à dire, hein, sur tout ça. Bon, écoutez, tout ce que je peux vous dire pour le moment, là, pour suivre, reprendre le fil de ma présentation, c'est que il y a un outil qui est quand même impressionnant. Donc, je citais Clark, mais je crois que, en fait, alors cette illustration est absolument atroce, mais mhm. c'est Midjourney qui me l'a généré. Je vais Ah, reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, toutes ces générations-là de textuels ou d'images, en fait, c'est la fin de la création ex nihilo. C'est-à-dire que, où tu as parlé de la page blanche, hein, tout à l'heure, on n'est pas obligé de partir d'une page blanche. Et pour moi, ça rejoint des problématiques qui me sont chères, parce que vous voyez, on promeut souvent, par exemple, la collaboration. Dans les 4 C, par exemple, on invite souvent les élèves à collaborer. Mais bien souvent, en fait, on leur demande ensuite pendant les examens de travailler tout seul, comme des petits penseurs de Rodin, là, tout exilés, sans le recours de quoi que ce soit, produisant à partir de rien quelque chose, enfin, si, à partir de leur cerveau. Mais je pense qu'apprendre à collaborer avec une machine, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'une analogie, alors oui, bon, alors, attendez, hop, je vais zapper cette partie-là. J'y reviendrai en arrière après, mais pour finir sur ce point, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'autopilote d'une Tesla. C'est-à-dire qu'en fait, votre voiture, elle peut se conduire toute seule, mais la responsabilité vous incombe. C'est-à-dire que vous êtes tenu de garder les yeux sur la route et de prendre le contrôle à tout moment. Et en fin de compte, vous êtes l'auteur. C'est-à-dire que c'est vous qui avez autorité sur ce que vous produisez. C'est vous qui avez la responsabilité aussi, la responsabilité légale de ce que vous dites. Et donc, l'IA, c'est une aide à l'écriture. Ça peut vous aider, ça peut vous inspirer. Alors je reviens en arrière, ça peut vous aider à écrire. Ça va vous aider à écrire, euh, mais ça va vous aider à écrire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retoucher votre écriture, hein. Avec l'IA, vous pouvez demander à l'IA de paraphraser ce que vous avez dit. Vous pouvez lui demander de vous inspirer, de continuer pour vous. Vous pouvez lui demander de résumer, de traduire, de transcrire aussi, hein, pour avoir un fichier audio, par exemple. Enfin, vous allez pouvoir travailler le texte. Et pour moi, pour faire le lien entre GPT et la génération d'images comme Midjourney, je pense que en fait, on a atteint là une espèce de Photoshop du texte, c'est-à-dire qu'en fait, on est habitué aujourd'hui à manipuler de l'image, vous voyez, et peut-être moins à manipuler du texte avec des programmes. Et je ferai un lien entre l'apparition d'un chat GPT et l'apparition de l'appareil photo, par exemple, au début du 19e siècle. C'est-à-dire que au début du 19e siècle, on a une nouvelle technologie qui apparaît, enfin pour simplifier, qui est l'appareil photo. Là encore pour simplifier, parce qu'il aura fallu passer par le daguerréotype et plein de choses. Mais n'empêche que cette invention
elle a été parfois accueillie avec beaucoup de mépris. On pense à Baudelaire. Baudelaire détestait la photographie et il voyait un art plutôt prosaïque pour petits bourgeois amoureux de leur image. Mais puis en plus, ça a détruit quand même un certain nombre de métiers. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait se faire tirer le portrait, il fallait aller voir un portraitiste, il fallait se faire prendre en peinture, si j'ose dire. Et donc, l'introduction de la photographie, c'est l'irruption d'une technologie dans nos vies qui change, qui détruit certains métiers aussi, qui transforme certains habitus. C'est-à-dire qu'en fait, là, parce qu'on aurait pu dire de la photographie exactement ce qu'on dit de l'IA, c'est-à-dire, ouais, s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour représenter le monde, il n'y a aucune vision, c'est facile. Et en fait, non seulement l'apparition de la photographie n'a pas signifié une grande paresse intellectuelle ou artistique, mais en plus, ça a créé de nouvelles formes d'art, c'est-à-dire que la photo est devenue une forme d'art. Euh, et on est habitué à retoucher la photo d'ailleurs, hein. Dès le début, hein, dès le 19e siècle, on retouche les photos et les grands photographes qui travaillent leurs photos, on ne les voit pas comme des imposteurs en fait, hein. Et, en- et je pense aussi, un peu comme Walter Benjamin en fait, vous voyez, je me compare à Benjamin en toute modestie, mais la question c'est aussi de se demander ce que ça change, ce que l'irruption de ces technologies change à la définition de l'art en fait. Parce que par exemple, quand la photographie est apparue, donc la peinture pouvait se délester de certaines obligations de représenter le réel. Et c'est là que, par exemple, la peinture abstraite a commencé à apparaître, vous voyez. Donc, là où je veux en venir, en fait, c'est que, à part le fait que je compare le texte à l'image, c'est que, on reste l'auteur, mais qu'en plus, on va avoir une série de métamorphoses dont on peut encore peiner à prendre la mesure, parce que c'est tout nouveau, Mhm. et qu'il faut s'attendre à des choses assez intéressantes. Et Euh, justement, il y a deux questions là, l'une d'Hélène, l'autre de Karine. Karine pose la question, l'IA va-t-elle écraser la créativité des étudiants? Et Hélène, quant à elle, pensez-vous que le métier même d'écrivain va changer aussi? C'est Alors, si je peux sauter sur cette question, effectivement, alors, sur le métier d'écrivain, pour moi, le métier d'écrivain est un métier fondamentalement collaboratif, vous voyez. Parce que, en fait, je m'inscrirais vraiment en faux contre l'artiste créateur seul, isolé dans son coin. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis en train de lire Pierre Lemaître, quand on arrive à la fin d'un bouquin de Pierre Lemaître, il y a quasiment 2 pages de remerciements. Alors, il remercie un peu tout le monde, mais il remercie beaucoup de gens qui l'ont aidé à écrire son texte. Il n'a pas écrit tout seul, hein. Bon, on le disait déjà au Moyen Âge, hein, nous ne sommes que des géants sur pardon, des nains, on n'est que des nains, sur des épaules de géants. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on produit, on le produit grâce aux autres. Et, euh, et donc, qu'on travaille avec son éditeur, avec un historien qui vous a apporté des connaissances, qu'on ait une muse, qu'on travaille avec une machine, c'est-à-dire qu'en fait, aucun écrivain, en revanche, même Pierre Lemaître, ne remercie Antidote, le petit Robert, ou même Word, ou même le traitement de texte qu'il a aidé à écrire. Et pourtant, il y a une forme d'aide technique via le texte, je veux dire le traitement de texte. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment pas inquiet. Sur la créativité non plus. Mais en fait, alors, on va avoir l'occasion d'en parler, mais si jamais il y a limitation de la créativité, ce sera chez des gens qui se contentent de ce que l'IA produit dans un premier jet, en fait. Si vous donnez une pauvre phrase à ChatGPT ou à Midjourney, votre résultat, il sera pas terrible, en fait, hein. Le texte, c'est impressionnant qu'une IA vous réponde, qu'elle se souvienne de ce que vous avez dit 10 minutes plus tôt, et qu'elle fasse des liens, mais enfin, on va le voir là dans les prochaines slides. euh, L'IA peut être terriblement superficielle, hein. Je vais vous Mhm. en faire la démonstration dans pas longtemps, hein, d'ailleurs. Mais bon,
Ouais, je continue, Cédric? Oui, 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 vas-y, Ouais, vas-y. ouais, je Ouais. continue. Bah, Bah, là, je suis presque à oui, la, comment elle a été je suis accueillie, on presque à a la fin. déjà Ouais. effectivement quelques Oui, bah, on l'a remarques et déjà quelques questions. dit, effectivement, hein. Donc, Hmm. je vais passer très vite sur cette partie pour revenir justement au point que j'étais en train de défendre. Mais ça, vous voyez, c'est un des premiers textes que j'ai lus, c'est-à-dire qu'en fait, quand cette vague ChatGPT a commencé, voilà comment on présentait voilà comment le journaliste présentait les choses, hein, une menace insidieuse et inattendue. Mais c'est rigolo en plus parce qu'en fait, là, le type se dit dans son article, alors déjà qu'on a eu la pandémie et l'enseignement en ligne, là, on commençait à être peinard. Et puis, paf, voilà ChatGPT, donc la menace académique. Donc, on se sent menacé de toutes parts, hein. Et donc, il parle de machines optimisées pour tricher, hein, de chants de sirène. Vous voyez, Ouais. c'est pas très glorieux. Et puis, donc, on nous dit bah, bah, vous voyez, là, j'ai traduit par bouleversé, mais en anglais, c'est will be disrupted, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Hmm. Et vous voyez, je say is dead, vous voyez, c'est assez pessimiste. Alors, sur la disruption, sincèrement, moi, j'y crois pas une seconde, hein. Alors, pour plein de raisons. Mais à chaque fois qu'on a expliqué que une technologie allait révolutionner l'éducation, on s'est planté, hein. Thomas Edison nous a dit que les livres seraient bientôt obsolètes. Après, ça a été à cause de la vidéo, hein, pardon. Après, ça a été la radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez du vidéodisque dans les années 90, le truc géant là, qui était censé révolutionner Ouais. aussi, c'est écrit, hein, il y a des guillemets, hein, qui était censé révolutionner l'éducation. Bon, ben, c'est pas arrivé. Les MOOC en 2013, là, plein d'entrepreneurs de la Silicon Valley nous expliquaient que les MOOC allaient révolutionner l'éducation. Là aussi, hein, les universités allaient faire banqueroute. Enfin bon, bref. Alors, est-ce que OpenAI va réussir là où la vidéo, la radio, la technologie Hmm. avec les MOOC ont échoué? Bah, écoutez, j'en sais rien, hein. Je ne me risquerai pas de faire des prévisions. J'ai pas de boule de cristal. Mais j'en doute, hein. Alors, pourquoi? Bah, écoutez, j'ai pas le temps de l'exposer ici, mais j'ai été très influencé, très marqué par ma lecture de ce livre là, qui s'appelle Failure to Disrupt. Et je vous invite soit à aller lire le livre de Justin Rice, soit à aller voir cette présentation que j'avais faite il y a quelques temps. Mais effectivement, donc, je comprends qu'il y ait des inquiétudes, hein. Euh, je vais vous en dire quelques mots. Alors, sur cette slide, pour vous donner un peu le contexte, j'ai demandé à Midjourney de me représenter une autruche en train de s'enfouir la tête dans le sable. J'ai pas réussi. Ça doit être une limite de l'intelligence artificielle, représenter quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, en tout cas, un Hmm. animal dont la tête est dans le sable. Apparemment, ça devait dépasser l'entendement pour l'IA. Et donc, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai quand même gardé l'image. Et est-ce qu'on doit l'interdire? Bah, écoutez, certaines écoles l'ont fait. Moi, je dois dire que ce tweet m'a énormément fait rire parce que en fait, donc, ce tweet évoque l'interdiction par Sciences Po de l'utilisation de ChatGPT. Alors, une école qui se sent menacée par une IA qui sait bien s'exprimer, hein. Elle fait des belles phrases à partir d'à peu près tout et n'importe quoi, sans rien comprendre, parce qu'une IA, ça comprend rien, en faisant quand même régulièrement des erreurs grossières. Si on se sent menacé par ça, c'est qu'on a quand même un souci, en fait. Donc, je, je comprends les inquiétudes, Hmm. mais enfin, je suis pas inquiet à ce point-là. Euh, bon, évidemment, il y a des outils pour les détecter, mais ils sont tous plus pourris les uns que les autres, hein, en fait. C'est-à-dire que même le dernier, hein, donc le dernier, c'est celui AI Text Classifier, c'est celui Ouais. d'OpenAI. Euh, Hmm. alors, j'ai pas pensé à mettre la capture d'écran. Je l'ai tweeté tout à l'heure, mais en gros, il nous explique que un, il peut se tromper, deux, ça marche mieux en anglais, trois, il lui faut un minimum de 1000 mots. Alors évidemment, 1000 mots, ça commence à chiffrer. Enfin, et puis en plus, il est facile de copier le texte, de l'éditer, et du coup, la machine peut plus trouver que c'est du texte généré par l'IA. Donc, à mon avis, il faut se faire une raison. Et il ne faut pas essayer de lutter contre ça parce que ça sert à rien. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Mais en fait, on pouvait déjà plus les faire. Vous voyez, donner des. Je vais passer le GIF parce que c'est un peu hypnotique les GIFs. Alors je suis désolé, du coup vous voyez la slide suivante, mais ce que je veux dire c'est que moi, déjà en tant que prof, il y a plein de choses que je donnais plus aux élèves. C'est-à-dire que donner
euh, donner une rédaction ou une dissertation à faire à la maison, écoutez, on a des élèves qui sont bardés de tuteurs, on ne sait jamais qui fait la dissertation. Bon, maintenant, ChatGPT va mettre tout le monde à égalité, hein, c'est-à-dire que ce sera facile d'avoir son propre tuteur. Alors évidemment, je vous dis plein de choses parfois sur un ton un peu provocateur qui mériteraient mille nuances, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais donc, moi, ce que je vous propose, c'est quelques petites choses comme celle-ci que vous avez peut-être déjà lues pendant que je parlais. Il y a des choses qu'on peut adopter très facilement plutôt que de chercher à lutter contre l'IA. Par exemple, alors j'aurais jamais pensé à dire ça parce qu'à un moment donné, j'en avais soupé de la classe inversée, mais adopter la classe inversée, c'est-à-dire on fait les cours à la maison, donc on demande aux élèves de lire, de faire des recherches, et puis s'il faut produire quelque chose, on pourra le faire en classe, et éventuellement à la main, hein, c'est-à-dire que là, on s'assure que l'élève fait son travail tout seul, sans essayer de tricher avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? J'ai bien aimé, parce que ça, ce sont beaucoup de conseils que j'ai compilés, que j'ai trouvés ici ou là. Exiger des travaux écrits de grande qualité. Maintenant qu'on peut générer facilement des textes avec une IA, alors parfois des textes imparfaits, mais enfin on peut les générer. On a une base sur laquelle travailler et on peut peut-être monter la barre un petit peu. Euh, je crois beaucoup au troisième point aussi, hein, travailler sur des notions plus rares ou plus récentes. C'est-à-dire que s'il est si facile de travailler avec ChatGPT, c'est parce que ChatGPT a été entraîné sur des bases de données et que ces bases de données, elles contiennent la plupart des textes qu'on donne aux élèves, vous voyez. Et de fait, quand on étudie Baudelaire, on fait quoi, par exemple? On fait une poème, une charogne, et une charogne, il est partout sur Internet, vous voyez. Donc, il faudra en faire un plus rare, quoi, qu'on ne trouve pas partout, ou trouver d'autres auteurs, ou alors des auteurs plus récents. On va arrêter avec les classiques qui ont inondé Internet, et puis peut-être qu'on peut étudier, mais je sais pas, moi, Pierre Lemaitre, par exemple, hein. On peut utiliser aussi ChatGPT pour produire des rétroactions, c'est-à-dire que on sait tous en tant qu'enseignant que c'est difficile de produire un feedback, des commentaires nourris, mais ChatGPT, il est jamais malade, il est jamais absent, il est jamais fatigué, donc vous pouvez lui vous pouvez lui faire corriger des copies, ou en tout cas l'utiliser comme Alors, assistant, en tout cas. ouais, Oui, c'est peut-être délicat ensuite, ouais, oui, c'est ça, d'utiliser ChatGPT pour faire corriger les copies, c'est peut-être délicat. c'est un peu Euh, délicat, oui, oui, je suis non, d'accord. non, bien sûr, mais je Mm, comprends, ouais, je pense que je comprends ce que tu mm, voulais dire. Non, c'est vrai qu'il y a cet esprit critique, en fait, quand même, qui est important de développer, et c'est vrai qu'il y avait mm. quelques remarques que j'ai lues dans le chat, et j'essayais aussi de pondérer. Les résultats obtenus par ChatGPT ne sont pas absolument parfaits, comme tu l'as dit déjà. Mmh, Loin de mmh, là, mmh, loin de là, et le moteur est capable de faire des erreurs grossières. Moi-même, je l'ai vu dans les questions que je lui ai posées. Et alors, mmh. c'est une compétence qu'on peut aussi faire travailler aux élèves. C'est l'une de ces compétences. On parle d'esprit critique, que ce soit avec les médias, que ce soit avec tout ce qu'ils peuvent trouver déjà sur Internet. C'est une compétence supplémentaire, en fait, d'arriver à analyser ce que propose ChatGPT, savoir si c'est en phase avec la réalité, entre guillemets. Mmh, Et mmh. voilà, c'est peut-être aussi ces aspects-là qui me semblent importants. Mm. Ouais. Ouais, sur la pensée critique, c'est important. Là, je mentionnais les 4 C tout à l'heure, la capacité à collaborer, mais la pensée critique, ça en fait partie. Et puis en plus, c'est vraiment une excellente occasion d'exercer ce sens critique, bien sûr, mais de quelle façon? C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez très bien générer un devoir, par exemple une analyse littéraire. D'un extrait et demander à l'élève de l'évaluer en fait. Et on sait tous que, vous voyez, quand on enseigne par exemple, le fait d'avoir à transposer des connaissances pour les transmettre à quelqu'un qui les découvre, préparer un cours et donc se documenter, bref, enseigner de manière générale, ça vous fait progresser, ça vous fait apprendre, vous apprenez pour faire apprendre en fait. Et si on peut donner facilement cette occasion-là aux élèves, c'est génial. C'est-à-dire que vous leur soumettez une analyse de Baudelaire par ChatGPT et vous dites aux élèves, notez ChatGPT, allez-y, faites Mm. compléter
discutez, faites des remarques, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Bon, je passe, hein, mais je Oui, de toute voudrais façon, vraiment vas-y, ouais, vas-y. Ouais, je ouais, voudrais, vas-y, vas-y. ouais, non, je voudrais juste finir sur un ou deux points qui me semblent vraiment essentiels. C'est-à-dire que là, vous avez la capture d'écran d'un chat que j'ai eu donc, et qui m'a beaucoup amusé. J'ai donné cette phrase de Stendhal, hein, qui est, je vous la lis, hein: quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire en style de roman qu'il n'avait rien à désirer et il n'avait plus rien à désirer. Donc, bon, moi, cette phrase, elle m'amuse beaucoup parce que c'est probablement la plus belle ellipse temporelle du roman. Et en fait, je demande à ChatGPT ce que ça veut dire, donc il m'explique. Bon, j'ai voulu un peu le pousser sur les relations intimes. Bon, oui, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus chaste. Bon, il m'a dit des choses, mais vous voyez, je l'ai interrogé, je lui dis, mais il n'y aurait pas une figure de style là-dedans? Alors, il me dit, ouais, ouais, si, il y en a une, donc il m'explique, mais je lui dis, mais hey, il y en a une autre, quand même, une autre qui est plus intéressante. D'ailleurs, il me dit, ouais, ouais, il y en a une aussi, bah, la fameuse ellipse, justement. Et, euh, et vous voyez comme en fait il a fallu pousser l'IA à développer. C'est-à-dire que je me dis qu'un élève qui aurait que pour seule ambition de tricher, en fait, il serait contenté de la première réponse. Vous voyez. Mm. Et en fait, quand je me suis livré à cette interrogation de ChatGPT, ça m'a rappelé ces propos de Franck Amadieu et d'André Tricot qui disent c'est la connaissance qui permet de se poser des questions et pas l'ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, pour interroger pertinemment une intelligence artificielle, il va falloir des connaissances. Alors certes, vous ne serez plus en mesure d'évaluer ces connaissances, parce que effectivement, ChatGPT peut vous les donner en un clic, mais il faut quand même sens pour interroger. Et en fin de compte, on voit là aussi que ça rejoint une autre problématique chère au monde de l'éducation, hein, c'est la question de la compétence, hein. C'est-à-dire que en fait, la connaissance à elle seule n'est pas suffisante. Il faut des compétences et peut-être là-dessus il faudra insister là-dessus et puis évidemment réglementer. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé, le temps passe, mais donc il y a des enseignants qui produisent déjà des règlements qui sont très intéressants. Je passe rapidement, mais je pense qu'on peut trouver un équilibre entre résister et adopter, en fait. Et je pense qu'il faudra adopter toute l'échelle de ces possibilités où on peut demander, on peut interdire. On peut dire à un élève là, écoute, ton travail, tu le fais à la main, tu le fais tout seul. Ou alors, tu commences à travailler avec GPT, tu bosses, et puis après, tu montes ton truc, et puis je te fais des remarques, et éventuellement, après, tu travailles sans. On peut aussi limiter, on peut dire, voilà, tu peux utiliser par exemple un traducteur, hein, pour un élève qui serait allophone par exemple, mais ça, tu n'as pas le droit. Par exemple, je sais pas moi, le correcteur orthographique ou de ChatGPT, on peut trouver un équilibre. Alors c'est plutôt là l'équilibre en fait, hein. Utiliser certaines choses mais pas d'autres, ou alors l'accepter dans certains cas. Donc je pense Mm. qu'effectivement, il Et va falloir créer un règlement précis. ouais, et c'est Ouais, important, Cédric. je trouve cette nuance à apporter, quelles que soient les technologies en général, parce qu'on a souvent cette polarisation, en tout cas apparente, hein, les pros, les contre, Mhm. etc. Mhm. Il y a toujours un équilibre à trouver, mais pour moi, c'est le même type de débat que celui qu'on a avec les enfants et les écrans, par exemple. Mhm. Il y a toujours cette polarisation dans les écrans, c'est le diable, ou bien les écrans, c'est génial partout. Non, il y a peut-être une nuance et un équilibre à trouver. Et c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Je lisais des remarques, hein, dans le chat. On peut se sentir un peu démuni par rapport à cette nouvelle technologie, mais comme le soulignait Aude dans le chat, je trouve cette remarque très pertinente en fait. Ça n'est qu'un outil. On utilise l'outil en fonction de ses besoins, de son objectif pédagogique quand on l'utilise à Mhm. l'école. Je pense que Yann, tu es d'accord là-dessus. Absolument. Exactement, ça ne dit rien de la méthode ni du pédagogue, comme peut l'être par exemple des objets particuliers, Internet, etc. Donc, Mhm.
Mm. Mais je pense que la résistance uniquement, l'interdiction uniquement, c'est pas possible parce qu'en fait, il faudra bien éduquer les enfants, les élèves à utiliser ce qu'ils auront entre les mains une fois qu'ils seront adultes. Et, euh, et si on s'enfouit la tête comme mon autruche qui n'arrive pas à se l'enfouir, bah, on manque, on manque Mm. quelque Ouais, chose certainement. d'important. Mm. Bon, ben voilà, et là-dessus, j'ai presque fini, mais justement, Mm. c'était ma conclusion. Enfin, il n'y a pas vraiment de conclusion d'ailleurs, parce qu'en fait, Euh, tout est, j'allais dire, en suspens. Il y a mm. encore beaucoup de choses qui peuvent changer, mais ChatGPT n'en est qu'à ses balbutiements. Sam Mm. Altman, qui est un des fondateurs d'OpenAI, nous dit It's a preview of progress. Donc, c'est un aperçu, c'est un avant-goût du progrès, mais on n'y est pas encore, hein. On en a le sentiment, mais ChatGPT peut être terriblement limité, hein. L'exemple Mm. célèbre, hein, si vous lui demandez comment ramasser des œufs de vache, il vous répond et évidemment, il vous dit n'importe quoi. Et, euh, Mm. et si vous lisez quelques-uns de ses articles, vous verrez, hein, ça vous donne l'illusion de l'exactitude. C'est le roi du Ouais, c'est ça. pastiche. Alors, j'ai appris le mot stochastique pour l'occasion, mais c'est un perroquet. On parle de conneries éloquentes, hein, de bullshit, de fluent bullshit, en fait, hein, en anglais, dans cet article. Alors, cet article est passionnant, hein, sur la connerie éloquente. Je vous invite vraiment à le lire et sur les raisons pour lesquelles finalement ChatGPT nous imite, hein, parce qu'il est entraîné sur nos propres productions, hein, quand même. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, bah, j'ai dit beaucoup de choses, alors des choses qui étaient parfois un rien provocantes, mais euh, évidemment, on gardera à l'esprit que bah, on ne peut pas l'utiliser comme ça si facilement, en tout cas pas pour l'instant, hein. Par exemple, c'est pas conforme je suis désolé, j'ai gardé l'anglicisme Ouais, RGPD. RGPD. euh, Mm. il exploite les données, donc elles peuvent être revendues ou utilisées pour des formations. Donc évidemment, il n'est pas question pour le moment de confier vos données, encore moins celles des élèves, évidemment. Mais, Mm. mais j'y ai fait référence tout à l'heure à l'émission de Nipédu, et il y a Régis qui dit un truc super intéressant. Ce serait génial qu'on ait une IA qui soit nourrie à l'éducation. Vous voyez, avec que Mm. des textes du domaine de l'éducation, de la pédagogie, et pourquoi pas une IA qu'on aurait entraîné pour l'éducation et qui serait prévu pour l'éducation, donc avec une politique de confidentialité qui soit un peu plus proche de ce qu'on pourrait attendre pour le monde éducatif que ce que Ouais. propose OpenAI, évidemment. Mm. Euh, Bien, et puis ensuite, le voilà, ce sera souci le de mot de la récolte fin. des données qui doit être quand même assez conséquent pour pouvoir entraîner le moteur ensuite. Mais oui. Mm. Ouais, ah, oui, bien sûr. Et donc voilà le mot de la fin. J'aime beaucoup cette citation de Harari parce que il nous rappelle une chose en fait, hein, c'est que donc les Sumériens, merci à eux, donc ont inventé un système de stockage et de traitement de l'information en dehors de leur cerveau, et ça s'appelle l'écriture, hein, ce système de traitement de données, et que c'est donc une technique en fait, c'est une technologie, et l'écriture, le langage, l'écriture. Le cahier, le stylo, l'ordinateur, ce sont des techniques au sens de la techné en grec, du savoir-faire, de l'art en fait. Et l'IA, pour moi, c'est une technique aussi, Oui. et elle doit nous servir pour mieux écrire, pas pour plagier, pas pour se faciliter la vie, mais pour aller Mm. plus vite, hein. On parle beaucoup d'accélérateur. Mm. Ou pour inspirer. On a parlé de la fin de la création ex nihilo, si on le souhaite. Donc voilà, je me tairai Mm. sur ces quelques mots. Enfin, je me tairai, pas complètement non plus. Il y a beaucoup à Oui, dire. donc ça, c'est les apps que j'ai. Voilà. Et donc, j'ai fini cette présentation. Merci beaucoup d'avoir été si patient. Je crois que j'ai été beaucoup, beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. J'en suis Non, vraiment non, navré. c'était intéressant, c'était riche. Merci, Yann.
Pour répondre à Jean-Noël, oui, on va placer le lien de la chaîne YouTube. En fait, vous allez le recevoir par email à partir de l'invitation que vous aviez eue. Et de toute façon, c'est sur notre chaîne YouTube BIMP que je rappellerai régulièrement aussi. Merci, merci Yann. C'était très intéressant parce que c'était varié, pondéré. Il y a un peu de tout. Certes, on sent la passion et la fascination. Et justement, avant de se quitter, euh, j'ai fait une petite expérience qui est liée justement à ChatGPT et je voulais que ce soit un peu le mot de la fin parce que je trouvais ça très intéressant. Mais donc, merci à vous tous pour votre participation active. N'oubliez pas le site ralentirtravaux.com de Yann, sa page Obsidian qui sera partagée dans le mail que vous allez recevoir de remerciements. Euh, J'espère que ce webinaire vous aura permis de dédramatiser un peu la situation, peut-être d'utiliser l'IA comme un outil plus qu'une menace pour l'humanité, on va dire. Alors justement, oui, avant de se quitter, je voulais quand même, j'ai pas résisté à poser cette question cruciale à ChatGPT. Je voulais quand même vous faire part de sa réponse. Alors, je lui ai posé la question suivante. Penses-tu que l'intelligence artificielle va remplacer les professeurs dans leur travail avec les élèves? La réponse de ChatGPT. Il est peu probable que l'intelligence artificielle remplace complètement les professeurs dans leur travail avec les élèves. L'IA peut être utilisée pour aider les enseignants en offrant des outils pour personnaliser les leçons, évaluer les élèves et leur fournir un feedback immédiat. Cependant, l'enseignement est un métier complexe qui implique non seulement la transmission de connaissances, mais aussi la création d'une relation étroite avec les élèves, la résolution de problèmes complexes et la prise de décision en temps réel. Les professeurs jouent un rôle essentiel dans l'éducation en aidant les élèves à développer leur confiance en eux, leur capacité à travailler en équipe et à penser de manière créative et critique. L'IA peut faciliter certains aspects du travail des enseignants, mais il est peu probable qu'elle puisse remplacer leur expertise et leur engagement envers les élèves. C'est ChatGPT qui a écrit ça. Donc ça montre quand même Approuvé, dit l'idée. Jean-Noël. Mais voilà, je vois sur les commentaires tout est dit, etc. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant que ça, en fait, c'est énorme, ouais, c'est énorme ce que le moteur a pu générer. Alors, c'est pas une pensée, c'est pas une opinion, je pense que c'est cette description de ce qu'est l'éducation est une description extrêmement pertinente. Et pas toujours, d'ailleurs, clairement appliquée, à mon sens. Ensuite, c'est un autre débat. Mais cette notion de confiance, développer la confiance des élèves en eux, leur capacité à travailler en équipe, je trouve ça... oui, il a été bien entraîné, ouais, mais c'est impressionnant. Bon, alors ça ressemble quand même à notre mot de la fin. On a légèrement dépassé le timing, mais c'était vraiment voilà, pour faire le tour du sujet. Il y aura encore tellement à dire. Et d'ailleurs, merci d'avoir posé toutes ces questions. Malheureusement, on n'a pas pu y répondre à tous, mais j'ai vu que ça échangeait beaucoup dans le chat. On a pu voir les échanges, c'était très constructif et je vous en remercie. J'essaierai de récolter tout ce qui a été dit et interrogé dans le chat pour pouvoir avoir un retour condensé de tout ce qui s'est fait. Merci à toutes et à tous, c'était super. Alors, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire sur notre chaîne YouTube BIMP. Et quant à nous, si cette session vous a plu, alors vous notez bien la prochaine date. On se retrouve le 15 février à 14 h avec un café surtout. Et on va découvrir avec Nicolas Olivier comment bien préparer son projet de déploiement numérique lorsque l'on est en phase de réflexion dans son établissement scolaire. Vaste sujet aussi. Et là aussi, des besoins pédagogiques à exprimer pour pouvoir faire les choix les plus pertinents. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup Yann encore pour ta présence. Et il est tard pour toi. Je vais pouvoir te laisser tranquillement. Tu ne t'es pas endormi pendant, donc c'est super. Je ne me suis pas endormi. Mais j'ai plus de sommeil, moi, maintenant, là, avec toutes ces histoires de ChatGPT. Là, je vais être réveillé toute la nuit. Désolé, on t'a ruiné ta nuit, Yann. Moi, j'ai un roman Merci. de Pierre Lemaître à finir. Bon, parfait. Bon roman, bon Pierre Lemaître. Et Merci. au Merci revoir à toutes encore et pour à tous. l'invitation. Merci Merci. Au Yann. revoir. À Au revoir tout bientôt. le Au monde. revoir.